Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invitée du jour est discrète. Et pourtant, elle est à la tête d'un vaisseau amiral de l'attractivité monégasque qui œuvre aussi bien dans le domaine du tourisme d'affaires que dans celui de la culture. C'est ainsi que l'on définit depuis l'été 2000 le Grimaldi Forum. Son objectif immédiat, réussir le challenge de la nouvelle extension du centre de congrès monégasque en lien avec le désormais iconique Mare Terra. Sa vision a incontestablement accompagné l'essor d'un lieu qui est devenu une signature pour les professionnels de l'événementiel et les amateurs de grandes expos d'art. Bonjour Sylvie Biancheri. Bonjour. Voilà, quand on fait juste l'intro, on se dit résumer l'histoire de ce bâtiment. Parce qu'en fait, même si toi, tu n'as pas dirigé le bâtiment à son ouverture, tu étais déjà dans l'équipe, enfin très tôt. Mais résumer l'histoire de ce bâtiment en quelques lignes, c'est compliqué quand même. Ah oui, c'est compliqué. Oui, c'est 25 ans de travail et d'activité plurielle, puisque, en effet, cette double vocation, à la fois culture et centre de congrès, même centre événementiel, je dirais, c'est une activité passionnante, mais qui touche différents publics, différentes typologies d'interlocuteurs. Et donc, oui, c'est finalement une organisation assez originale. Je dirais pas inédite, parce qu'il y a des centres de congrès qui font ce que nous faisons également, c'est-à-dire à la fois du congrès et de la culture, mais je pense que faire ce que l'on fait au Grimaldi Forum en termes d'exposition, c'est-à-dire produire de A à Z une exposition, ne pas être simplement un lieu d'accueil d'une exposition itinérante, mais ça, vraiment... Parce qu'en fait, il y a quelqu'un dans ton équipe qui conçoit tout ça, enfin qui accompagne les commissaires d'expo. C'est ça. C'est pas quelqu'un qui a une expo clé en main qui vient vous voir en disant est-ce que vous pouvez m'accueillir, quoi. C'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que l'on avait à cœur au début de cette grande aventure du Grimaldi Forum, parce que c'est quand même une grande et belle aventure, c'était de pouvoir revendiquer cette légitimité culturelle auprès des plus grandes institutions dans le monde. Et puis aussi, bien évidemment, parce que c'est, je dirais, quand même le nerf de la guerre pour l'économie en principauté, devenir un centre de congrès incontournable en Europe. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est difficile quand on a un bâtiment comme ça entre les mains? Tu disais tout à l'heure d'être légitime avec les grandes institutions, de taper aux portes, admettons, du Louvre ou du MoMA et de dire je fais une expo l'année prochaine ou dans 2 ans, est-ce que vous acceptez de me prêter des œuvres? C'était très difficile au début, évidemment, puisque, en fait, avant le Grimaldi Forum, Monaco n'accueillait pas d'exposition de cette nature. Ouais. En fait, il n'y avait pas de lieu qui permettait de le faire, tout simplement. Donc, on a amené cette proposition au gouvernement, au Palais Princier, de créer de grandes expositions d'envergure internationale qui permettaient un peu de mettre finalement Monaco sur la carte. Il faut bien voir que 25 ans en arrière, même un peu avant, puisque ce projet, toute cette idée de programmer une grande exposition culturelle, ça remonte à début 98. Ouais. Stéphane Martin, en fait, je fais juste un tout petit peu d'histoire flashback, mais c'est important. Stéphane Martin arrive et donc haut fonctionnaire français. Il vient de la Cour des comptes et on lui demande de prendre la mission de préfiguration du Grimaldi Forum. Et on démarre à 2 avec une assistante qui est Virginie Camilleri. Elle se reconnaîtra. Donc, puis c'est toujours important dans ces grandes étapes, je dirais, de construction. Et pendant 1 an, on est seulement 3 en fait à réfléchir à ce que l'on pourrait faire de la programmation du Grimaldi Forum et comment évidemment démarrer sa commercialisation sur le plan événementiel. Donc
oui, on démarre comme ça. Et évidemment, on se heurte à un certain nombre je parlerai des atouts ensuite, mais de problèmes. C'est que nous n'avons pas de collection. Là, on est en culture, je parle de la culture, mais on n'a pas de collection. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas la possibilité, si l'on veut demander le prêt de chef-d'œuvre, de négocier, comme le font le Louvre que tu cites, Tate, Centre Pompidou, le Victoria Albert Museum, enfin tous les grands musées du monde. Nous, on négocie pas, on dit pas, je te prête 3 monnaies et puis l'année prochaine, tu vas pouvoir me prêter il y a pas d'échange. 5 margrites. Il n'y a pas d'échange possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que Monaco n'a pas vraiment une réputation dans ce domaine-là. Donc, on peut arriver en disant « Bonjour messieurs, on est le Grimaldi Forum à Monaco, on veut faire une grande expo culturelle. » on n'a aucune expérience. Donc, on n'est pas connu, en fait, c'est ça que tu dis. On n'est pas connu et on ne peut pas prétendre que l'on sait faire. Ouais. Donc, même si on s'entoure bien de Catherine, qui est arrivée très vite, Catherine Aletchenkov, directrice des événements culturels, qui, elle, est une femme de l'art, qui vient du musée d'art moderne de la ville de Paris. Même si on embauche quelqu'un qui, évidemment, est censé savoir faire, c'est pas absolument suffisant. Et donc, les premières années sont pas évidentes. Et c'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on démarre avec une exposition de civilisation, puisque là, on fait jouer, en fait, le formidable ambassadeur, notamment culturel, qui est notre prince, pour que, à l'occasion d'un voyage officiel en Chine, il puisse, comme ça, ouvrir la porte des musées chinois, enfin du département des antiquités chinois, et qui vont donc considérer notre demande de faire cette grande exposition sur les guerriers de Xi'an, en terre cuite. Les fameux guerriers en terre cuite qui sont venus jusqu'ici. Absolument, qui sont venus jusqu'ici, accompagnés en plus d'une formidable sélection de la dynastie Han qui les accompagnait. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la petite prouesse pour un petit pays comme le nôtre, c'était de réussir, grâce au prince Albert, soyons clairs, le prêt d'un nombre exceptionnel de guerriers et de chevaux en terre cuite. Ouais. C'était une vingtaine qui n'avaient jamais voyagé, en tout cas dans ce nombre. On parlait de grandes expos qui avaient été faites à cette époque-là, mais ça ne dépassait pas 7-8 pièces. Et nous, on avait une vingtaine de pièces. Et je crois qu'à l'heure actuelle, c'est peut-être encore un nombre qui n'a jamais été sorti, sauf pour nous. Et donc, c'est vrai que tout de suite, après cette exposition inaugurale qui était RR, mais qui était un petit peu particulière, mais tout de suite, ça nous a positionnés avec une scénographie incroyable. Voilà, on s'est dit, finalement, il faut qu'on amène quelque chose de différent sur ces expositions culturelles. Et ce que l'on avait, et l'atout qu'on pouvait mettre en avant, c'était l'espace. Et c'était la scénographie qu'on était capable vraiment de construire autour des pièces. Et c'est de cette façon qu'on a commencé en fait à se dire que l'originalité, ce qui pouvait avoir un intérêt à la fois pour un commissaire d'exposition, je dirais de s'engager avec Monaco, parce qu'à cette époque-là, il fallait avoir du courage un peu. On a parlé des pièces et des prêts des pièces, mais après, il y a les noms, les signatures pour concevoir des expositions. Voilà. Et là, il faut trouver un moyen de leur dire venez le faire chez nous parce que ça vaut le coup. Voilà. Il faut les convaincre, et il fallait vraiment les convaincre à cette époque. Donc, c'était la persuasion. Effectivement, les guerriers chinois un peu moins, parce que j'imagine que le jour où tu annonces à un commissaire que tu vas pouvoir lui permettre d'exposer 20 pièces des guerriers de Xi'an, il se dit quand même c'est sérieux ou pas? Alors il se dit que c'est sérieux, mais en fait c'est pas exactement comme ça. C'est-à-dire on lui dit, alors en l'occurrence c'était Jean-Paul Desroches qui était conservateur en chef du musée Guimet,
qui est un monsieur que j'ai appelé un jour en disant voilà, monsieur Desroches, c'est le Grimaldi Forum, on voudrait faire une chose formidable. Il dit mais qui êtes-vous, qu'avez-vous fait? Rien, enfin pratiquement. Et donc lui, c'est effectivement une prise de risque, mais ça l'intéresse. Et ce qui l'interpelle, c'est effectivement quand on le convainc de venir voir les espaces, et il se dit ah ben non, mais là je peux peut-être faire quelque chose d'intéressant, quelque chose que j'ai jamais fait avant. Et là, en fait, c'est avec lui que nous allons négocier les prêts qui nous intéressent. Parce qu'en fait, on part pas d'une vingtaine de pièces. C'est d'abord une thématique que l'on retient en principe, mais il faut ensuite aller convaincre les grands messieurs des antiquités chinoises et puis ensuite égyptiennes, etc., qu'il faut nous prêter des choses incontournables, des choses exceptionnelles, des choses qui ne sont jamais sorties. Et ça, c'est aussi la qualité du commissaire de l'exposition. Ouais. C'est-à-dire que si c'est la légitimité d'une expo réussie, c'est la légitimité du lieu et c'est la légitimité du commissaire. C'est son talent. En Chine, on a eu la chance, enfin, de choisir ce Jean-Paul Desroches, ce monsieur qui avait déjà, qui avait été décoré, etc., et qui avait déjà une grande expérience et qui était connu là-bas. Et je pense que c'est ça, c'est un peu de stratégie et d'intelligence pour arriver à faire que toutes les parties qui sont concernées par une expo se retrouvent, soient bien ensemble et puissent donner le meilleur de ce qu'elles ont envie de donner. Les expos dont tu parles, ce sont... Alors moi, j'ai en mémoire New York, par exemple, mais... Absolument. Il y en a eu d'autres. Oui, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu les Reines d'Égypte. Il y a eu le musée de l'Ermitage, impérial Saint-Pétersbourg. Oui. Plus grand prêt, pareil, du musée de l'Ermitage. Enfin, à l'époque, en tout cas, 620 pièces. Ah oui, donc, très il y a eu Monet, dans un passé plus récent, absolument, qui a été un carton incroyable. Alors tout ça, ce sont des grandes expos. De l'extérieur, on se dit, budgétairement, ça doit représenter un gros poids pour un établissement, ou pas. Non, ou c'est une fausse impression. Non, absolument pas. C'est absolument pas faux. Parce que quand tu réunis, par exemple, Picasso, l'expo Picasso, tu as 90 pièces, 90 tableaux. Davantage, en fait. Oui, on était à 140 toiles. 140 toiles de Picasso. Oui. Sans Monet, des Warhol immenses. Oui, il y a eu XXL aussi. Absolument, oui. Enfin, beaucoup de choses. En fait, ça coûte de l'argent. Clairement, ça coûte de l'argent, on ne peut pas le nier. Le transport, l'assurance. Moi, je pensais à l'assurance. Oui. L'assurance qui est un pourcentage de la valeur des œuvres. Donc, je ne nommerai pas l'exposition, mais il nous est arrivé de friser les 2 milliards d'euros dans l'exposition. Sur certaines thématiques. On a une petite idée quand même. Et donc, bien évidemment, ce sont des coûts importants. Et puis, notre coût intrinsèquement le plus important, parce que ça, ce sont des coûts qui sont supportés, je dirais, par tous les grands musées dans le monde. Mais je parlerai après de la particularité qui fait que pour nous, c'est particulièrement lourd. C'est la scénographie que l'on construit de A à Z, en fait, puisque c'est à la fois notre signature et notre atout. Mais c'est également une contrainte, puisqu'il faut tout construire. Il n'y a pas d'écrin, en fait. Il n'y a pas d'écrin, on part d'un espace nu et on construit autour des œuvres. Donc c'est formidable pour un commissaire et un scénographe. Évidemment, c'est lourd en budget. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Mais je crois que ce qu'a bien compris le gouvernement princier, je les en remercie, c'est que... proposer des expositions vraiment de cette qualité à Monaco, c'est important. C'est important pour le rayonnement culturel de la principauté à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est un coût qui est de l'ordre, on va dire, selon les expositions, entre 2,5 millions et 3 millions d'euros. Donc ça n'est jamais compensé, soyons clairs, par le nombre d'entrées que l'on fait, surtout qu'on a une politique... C'était ça ma question, en fait. C'est pas rentable, en fait, c'est ça. Non, ça n'est pas rentable sur la durée que l'on a. Ouais. Parce qu'en fait, notre contrainte à nous, Grimaldi Forum, c'est la durée de l'expo qui est très courte. C'est 2 mois, c'est combien ? C'est 2 mois et quelquefois, c'est un peu moins.
Et en fait, c'est une durée qui est guidée et contrainte par notre calendrier événementiel, qui lui est quelque chose qui est important aussi, puisque c'est le tourisme d'affaires. Ce sont les événements qui amènent également dans les hôtels de la principauté et les restaurants, etc. Enfin, qui sont générateurs de véritables retombées. Ce sont des clients, et ce sont des clients pour tout Monaco, je dirais. Donc en fait, cette durée de l'expo fait que clairement, on ne peut pas être bénéficiaire. On essaye de diminuer, bien évidemment, le plus possible. On a la chance d'être accompagné par des sponsors fidèles qui sont absolument déterminants et importants dans l'équilibre budgétaire. Mais c'est vrai que nous ne pouvons pas être rentables sur la plus brillante des expositions sur une durée de 2 mois. Alors, quand tu dis, par exemple, pas toi en particulier, mais non. Quand le Grimaldi Forum publie les chiffres de fréquentation d'une expo et qu'on dit on a atteint des records, etc., ce sont des records. Alors, ce que tu dis, c'est sur une durée qui est extrêmement courte. Oui. Comment on arrive justement à maintenir une qualité de visite sur un temps si court quand on a besoin de remplir? Alors, il faut avoir une directrice de la communication extrêmement efficace. Bon, Dani, si tu nous écoutes, c'est fait. Voilà. Et puis, il faut avoir des très bons relais comme toi, comme tous les médias que l'on approche, que ce soit les médias, les réseaux sociaux, etc. En fait, il faut vraiment anticiper l'arrivée de l'exposition. C'est extrêmement important parce que le bouche à oreille va fonctionner, mais il y a un petit délai de latence et nous, c'est déjà perdre trop de temps, ce délai de latence. Et oui, parce que cette expo qui a une durée de vie très courte, elle a besoin de marcher tout de suite, en fait. Exactement. On peut pas dire on attend de voir. Non. Il faut que dès le premier jour, on fasse le plein, si je puis dire. Est-ce qu'au bout de 25 ans, tu as déjà ta façon à toi de savoir si ça marche ou si ça marche pas? Ah oui, et puis alors c'est pas ma façon à moi. Je peux te dire que ce sont les chiffres, en fait, qui parlent. Ouais. Bon, moi, je suis quelqu'un qui vient de la finance, mais c'est vrai que c'est mon métier d'origine. Mais clairement, on sait pratiquement au bout de la première semaine le chiffre que l'on va atteindre à la fin. Ah, tu peux faire une projection assez fidèle. Absolument. C'est assez incroyable, mais c'est vraiment... on ne se trompe quasiment jamais. Est-ce qu'au bout de 25 ans, alors ça fait combien d'expos? 24, 23? C'est ça. Alors non, 24. 24, puisqu'il y en a une. Exact. Une qui n'a pas eu lieu. C'est ça. Oui, effectivement. À cause du Covid, il y a eu le Covid en moins. Oui, tu as raison. Ça doit faire 24, 23. Bon, très bien. Est-ce que c'est toujours pour toi un moment important de l'année? Est-ce qu'au bout de 24 fois, ma question c'est, est-ce qu'on se lasse ou mais pas du tout. Non, mais moi, je considère que j'ai une chance folle de m'occuper de ce Grimaldi Forum qui est tout sauf de la routine, que ce soit en culture ou en congrès. Ça, c'est valable pour les deux. Mais c'est chaque fois une aventure, c'est chaque fois une équipe différente, d'une certaine façon, puisque Catherine, elle, est évidemment, Catherine, notre directrice culture, elle est l'élément stable de toute la partie culturelle, mais sur chaque exposition, c'est un commissaire et ce sont des personnes qui écrivent dans le catalogue, etc. Et donc, ce sont des interlocuteurs qui peuvent être pluriels aussi, puisque les prêteurs, il peut y avoir un seul prêteur, mais quelquefois, il y a 64 tableaux et 64 prêteurs, comme l'expo de Francis Bacon. Donc, en fait, c'est une aventure totalement différente à chaque fois. Et comme on crée à chaque fois cette scénographie, on essaye de trouver l'angle le plus original, celui qui n'a pas, parce qu'on essaye on a des thématiques fortes, on reprend des grands noms de l'art, mais l'idée, c'est évidemment de trouver un angle, une valeur ajoutée par rapport à toutes les expos qui ont pu être faites sur un Dali, un Picasso, un Monet. C'est ce qu'on disait l'an dernier de Monet d'ailleurs. Exactement. Et même de Turner, cet été. C'est-à-dire, c'est quoi qui différencie cette expo-là d'une autre expo Monet qu'on a pu voir Voilà. Alors, Monet, c'était l'ancrage méditerranéen qui avait été très, très peu étudié. Ouais. Et c'est toujours
un moment de pouvoir, pour le commissaire, faire des recherches complémentaires. Enfin là, il y a vraiment, il y a une partie un petit peu Sherlock Holmes qui est assez amusante finalement dans ces expos. C'est d'arriver à trouver, l'endroit où Monet a pu peindre cette toile quand il est arrivé à Menton, et toutes ces choses viennent évidemment s'ajouter à un contenu scientifique qui doit rester impeccable. Parce que ce sont des expositions qui doivent être à la fois extrêmement populaires, dans le sens le plus noble du terme. Oui, dans le sens nombre. Moi, j'adore dire qu'on est populaire. Ça me plaît. C'est quelque chose que je ne renie pas. Il faut que le Grimaldi Forum soit populaire. Et en même temps, il faut que ces expositions, elles aient le contenu scientifique le plus parfait par rapport à la thématique et l'angle qui est choisi par le commissaire. Je veux dire, ça doit être quand même de haut niveau. Oui. Absolument, bien sûr. On a toujours cette image d'Épinal de ce qui est populaire n'est pas intellectuellement ou artistiquement ou culturellement élevé. En fait, c'est pas vrai. Pour moi, c'est faux. C'est faux. Je pense qu'on peut avoir différents niveaux de lecture. Et je pense que si on réussit bien là, ce que l'on veut faire, on doit pouvoir proposer justement ces différents niveaux avec la même exposition. Et il me semble que pour l'instant, on réussit pas trop mal. Pas trop mal quand même, hein, parce que, on va dire ça. Alors, on a dépassé les 50 000, je crois, pour Turner. Oui, on est à 65 000. 65, donc on les a largement dépassés. On les a bien dépassés. 65 en 2 mois, ça veut dire on fait le maximum des 8 heures d'ouverture de chaque jour. Oui, c'est un petit peu plus long, c'est 10 heures, mais c'est vrai que... on peut faire plus, puisqu'on a fait 120 000 visiteurs sur Monet en un tout petit peu plus de jours, mais à peine. C'est pour ça que nous, on raisonne en nombre de visiteurs jour, puisque nos expos sont courtes et c'est important de pouvoir donner ce repère à ceux au gouvernement, au palais, qui nous accordent leur confiance. Donc c'est vraiment la chose la plus fiable. Mais oui, il faut absolument que ça fonctionne dès le premier jour, tout de suite. Il faut que les visites de groupe, les visites privées prennent immédiatement. C'est toute une mécanique que maintenant, on maîtrise quand même assez bien, mais qui est importante parce que il faut aussi que les ateliers pour enfants soient différents chaque année, parce que je pense que c'est important aussi d'amener ça aux enfants. Malheureusement, les expos, la médiation, c'est important. On travaille maintenant de plus en plus les publics empêchés. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis 2 ans. On essaye vraiment de se tourner vers le plus grand nombre. Et je pense que c'est ça qui peut faire qu'une exposition soit attractive pour tous, c'est que chacun y trouve quelque chose. Oui, est-ce que ce succès, parce qu'on peut appeler ça un succès quand même, est-ce que ces succès chaque été contribuent à promouvoir l'image du Grimaldi Forum auprès des clients? Parce que quand vous allez vendre, promouvoir en tout cas, proposer le Grimaldi Forum à des clients, est-ce qu'ils savent qu'il y a eu ça? Alors certains oui, d'autres non. C'est vrai que si on va... ça dépend un petit peu si on s'adresse à des clients américains, pas forcément, quoique. Mais ce qui est certain, c'est que... oui, tout de toute façon peut être lié à un moment, même si ces publics sont quand même assez différents, je dirais. Mais c'est un petit peu... c'est important que ce public professionnel sache... Je pense que c'est en fait un atout pour nous, sache qu'il est dans un lieu de culture, dans un lieu de spectacle, dans un lieu qui vit en dehors des événements de tourisme d'affaires. Exactement. Ouais. Ça, je pense que... il arrive d'ailleurs qu'il y ait un petit cumul. Ça veut dire il peut y avoir... un petit gros, quelquefois. Il peut y avoir un congrès et en même temps un spectacle des ballets ou un spectacle de l'OPMC, parce qu'on n'a pas encore dit, mais là... Le Grimaldi Forum, c'est aussi une maison d'accueil, parce que pas de résidence, mais une maison d'accueil pour les grands, les grands acteurs de la culture monégasque. Oui, absolument. Et on y tient beaucoup.
on y tient beaucoup. On est un lieu où on accueille tout le monde, les bras ouverts, et plus toutes ces entités que sont l'opéra, l'orchestre philharmonique, les ballets de Monte-Carlo, les théâtres Princesse Grace, le Printemps des Arts, plus occasionnellement, parce qu'il se passe à un moment où on a beaucoup d'événements professionnels, mais on y arrive. L'année prochaine, par exemple, en 2025, on les accueille et on est ravis. Enfin, voilà, je pense que c'est important que l'on puisse s'ouvrir à toutes ces entités qui ont une programmation absolument remarquable et qui participent aussi du rayonnement du forum. Enfin, je veux dire que là, ce ne sont pas nos propres productions, nous les accueillons, mais c'est extrêmement important de bien réussir cet accueil, qu'ils soient contents de ce que l'on fait, de la prestation de service qu'on leur assure. Là, en l'occurrence, ils deviennent un client pour nous. Ce que j'allais dire, c'est que tout ça fait cohabiter des métiers qui sont tous très différents. Tu parlais d'une directrice des événements culturels, mais j'imagine que pour accueillir les ballets de Monte-Carlo, admettons, ou une représentation de l'opéra, il faut un régisseur, il faut des équipes techniques. Absolument. Et là, ce sont encore d'autres métiers. Vous êtes combien au sein du Grimaldi Forum ? Alors, on est 140 personnels permanents. Il y a 47 métiers différents au sein du forum. Donc voilà, c'est ce que tu disais. Pas loin de l'histoire. Hein. Non, c'est 47. Ça. Oui, il y a tous les métiers de la scène, les métiers d'hôtesse, la restauration, la maintenance du bâtiment, en tout cas la supervision de la maintenance. Enfin, on sait qu'il y a une directrice de la communication, ça. Oui, on sait. Il y a une directrice commerciale, évidemment, avec une équipe qui vend le Grimaldi Forum. Il y a bien sûr une équipe, une DRH classiquement, une direction financière très importante et juridique pour tous ces contrats qu'on passe internationalement. Donc il y a énormément de personnes différentes qui travaillent, et c'est vrai que ces entités culturelles, elles demandent évidemment des prestations de grande qualité, mais c'est très très bien, ça crée une synergie incroyable finalement entre toutes ces entités, et même nous, ça nous permet aussi avec elles de créer des choses, c'est-à-dire que par exemple avec les ballets de Monte-Carlo dont nous sommes très proches, avec Jean-Christophe, on se dit tiens là, peut-être qu'on pourrait faire venir, on l'a fait déjà, l'Opéra de Paris ensemble, où on pourrait faire venir le Royal Ballet de Londres, et ce sont des choses que l'on fait volontiers, et voilà, ça crée cette synergie des idées ensemble. Là, on peut avec le Théâtre Princesse Grace, ça fonctionne très bien. J'allais dire, au Théâtre Princesse Grace, Françoise Gamerdinger, qui le dirige, qui dirige sa programmation, nous expliquait que son principal écueil, en fait, au TPG, s'il y en a un, c'est sa taille, qui fait que certaines productions, elles ne sont pas possibles sur une scène qui est petite comme ça. Voilà, c'est exactement ça. Grâce au Grimaldi Forum, elle peut quand même les offrir à Monaco, les proposer à Monaco. Exactement. Et nous, on est super partants pour ce type de partenariat. Enfin, je veux dire, c'est une collaboration totalement saine et qui va dans le sens d'un épanouissement de tout le monde. Donc, c'est parfait. C'est parfait. Quand on remplit une salle avec un spectacle, ou quand on fait un carton avec une expo, est-ce qu'il y a cette sensation de succès ? Est-ce qu'on se dit c'est du bon boulot ? Oui, on est super content. Alors on est très attentif à ça. Et alors ce qui est amusant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est porté par tout le monde dans la maison. C'est-à-dire que dès qu'un spectacle se vend, et quelquefois alors parce qu'on a évidemment on accueille toutes ces entités, mais on a aussi notre propre programmation. Ouais. Et dès qu'on le met en vente, évidemment, on a tout de suite envie de voir si ça marche ou pas. Exactement. Et c'est très jouissif, je dois dire, quand ça marche. Oui, mais vraiment, mais pour tout le monde. Ça veut dire qu'on ne s'est pas trompé, ça veut dire qu'on
on est bien à l'écoute des demandes de notre public, que l'on consulte assez régulièrement pour savoir ce qui leur ferait plaisir, etc. Là, le dernier exemple, c'est le stand-up Monaco, qu'on a créé comme ça avec Gad Elmaleh qui avait envie de faire quelque chose à Monaco autour de l'humour. Et on est en collaboration aussi avec Monaco Live Production. On s'est dit, un stand-up, il faut faire quand même quelque chose. On est le Grimaldi Forum, on va mettre des noms quand même un peu intéressants. Donc. Et puis, on a lancé le premier stand-up fin novembre. Et ça a cartonné. Et ça a cartonné, mais ça s'est vendu en 4 heures de temps. Voilà, deux représentations. Alors, c'est vraiment, on essaye évidemment de remettre, de créer un univers de stand-up. On est serrés les uns aux autres. On n'est pas dans une grande salle. Alors nous, on a cette chance de pouvoir jouer avec nos espaces. Il y a une modularité importante ici. Exactement. Ouais. Et ça, c'est super important. Et ça, c'est le savoir-faire des équipes. Donc, tout le monde planche là-dessus. Et donc, en fait, pour revenir à ce que tu disais, quand il y a quelque chose qui marche de nouveau, parce qu'on s'est tous penchés sur la chose, voir, alors, comment on va l'agencer, et puis Gad est venu, non, mais ça, il faut encore que ce soit plus serré pour que, voilà. Et du coup, quand ça marche, on est super content. Voilà. Et on en fait un deuxième le 13 janvier. Ah, et voilà. Parce que le mois de janvier pour le Grimaldi Forum, c'est un mois important. Enfin, le mois de janvier qui est devant nous, le janvier 2025. Pour ceux qui nous écouteront après, ils auront eu... Mais janvier 2025, c'est un moment important de l'histoire du bâtiment parce que sa superficie va considérablement augmenter. Oui, ça c'est le grand tournant dans la vie du Grimaldi Forum. Je pense que c'est peut-être un des plus importants qu'on ait connu. C'est un changement de dimension avec 6000 mètres carrés d'espace supplémentaire modulable espace d'expo ou salle de réunion. 6000 mètres carrés, pardon, si je t'interromps, c'est à peu près ce que tu as aujourd'hui ? Non, c'est 50% supplémentaire de surface d'exposition d'aujourd'hui. Mais c'est très important dans la mesure où on manquait à la fois d'espace pour certains salons qui commençaient à être un petit peu à l'étroit. On peut les perdre quand ils se sentent à l'étroit ? Absolument. On a déjà perdu quelques clients, malheureusement, oui. Et oui. Des gens qui te disent on est très bien, mais c'est trop petit. Absolument. Ou on n'a pas assez de chambres. Ah, c'est possible aussi. Alors ça, c'est moins dans les cordes de la directrice du Grimaldi Forum. Ah là, malheureusement, on ne peut que s'incliner. Mais même quand on n'a pas assez d'espace, on ne peut que s'incliner. Donc ça arrive pas souvent, mais ça c'est arrivé effectivement dans le passé. Donc c'est vrai que cet espace supplémentaire, c'est une bouffée d'oxygène, mais c'est aussi pour moi l'avenir du Grimaldi Forum en tourisme d'affaires. C'est ce qui lui permet d'avoir un futur, c'est ça que clairement, oui. Parce qu'en fait, si on n'avait pas saisi et si le gouvernement n'avait pas et le palais n'avaient pas entendu notre demande, parce que j'ai beaucoup de... Oui, tu as beaucoup milité. Beaucoup milité pour ça. Beaucoup. Je pense qu'on aurait été quand même très contraints dans l'avenir. Ouais. Parce que finalement, en 25 ans, il faut en fait juste regarder en arrière et voir comment ce Grimaldi Forum a été utilisé en 25 ans et comment on était il y a 25 ans. Vous avez un planning annuel parce que j'imagine que vous travaillez de janvier à décembre. Tout le temps. Voilà. Oui. Moi, j'entends souvent les gens me dire on ne peut pas aller au Grimaldi Forum, c'est plein. Oui. Alors, c'est vrai, et pas complètement, heureusement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de moments... Il n'y a pas un moment où ça baisse. Oui, voilà, tu vois. On se dit, l'été, les gens partent en vacances. Nous, on a l'expo. Et puis, tout de suite, on reprend avec l'UEFA, alors que fin août, alors que on vient, mi-juillet, on a terminé à Monte-Carlo. Donc, alors en fait, ça n'arrête pas. Ouais, l'UEFA, je reviens dessus, parce que vous avez réussi le tour de force, l'UEFA qui était parti et qui est faire revenu. Revenir. Eh oui. Ouais. Oui. Ça, c'est... Bon. Parce que l'UEFA, le premier, c'est 98. C'est ça. Donc, c'est un vieux... Alors, vieux. Ah oui. Vieux, ça fait vieux. Donc, c'est un des plus fidèles événements du Grimaldi Forum. Et puis, un jour, pour une raison politique, ils s'en vont.
Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, on va les faire revenir, ça va être possible? Ah oui, sûr. Enfin, toujours. Il faut toujours y croire. T'as confiance dans la qualité de ce que tu offres. Oui, parce que on a quand même un atout énorme au Grimaldi Forum, c'est sa force vive, c'est le personnel du Grimaldi Forum. Ce sont des personnes d'une motivation et d'une expertise rare dans l'accompagnement du client. Mais je le dis, j'insiste, parce que j'en suis intimement convaincue, c'est notre plus par rapport à beaucoup de centres. Tu veux dire que c'est pas juste 4 murs et des portes, quoi. Non, et c'est pas juste 3 personnes qui attendent le client avec le micro à la main. C'est la recherche du mieux faire, de la qualité, de la performance, du bon son, de la bonne image. Voilà, tout ça c'est important. Chaque petit détail est important. Et dans ces petits le nettoyage, enfin tout. C'est une chaîne en fait extrêmement complexe et c'est un agencement de tâches qui doit être vraiment extrêmement bien huilé. C'est un Rubik's Cube. Ouais. Et ça non plus, on en a, plus on adore. Plus on a de choses comme ça à jouer au Rubik's Cube. C'est du Tetris. C'est ça. Du Tetris planning. C'est ça. Et on adore. Mais c'est vraiment un challenge pour toutes les équipes. Mais c'est ce qui fait que on est capable, effectivement, on a un taux de fidélisation de nos clients qui est assez remarquable. Hein. Oui, parce que je parlais de l'UFA 98. Bon, c'est quand même, ça parle de soi, 98. Mais il n'y a pas que. Hein, non, il y a plein de. Alors, si on parle d'événements professionnels. Bon, évidemment, il y a le congrès AMWC qu'on connaît plus sous le nom d'Anti-Âge. Il y a l'UXPAC qui est là depuis le début. Il y a l'UXPAC, je disais, je ne sais plus à qui j'en parlais l'autre jour, je disais, ils ont quand même montré le tétrabrique, le premier. Ils l'ont montré ici, quoi. Oui. Ah oui, non, mais c'est incroyable. Enfin, ce sont des clients que l'on connaît, qui quelquefois ont vendu leur événement, mais les suivants restent, sont là toujours, comme Exposium avec ses assises de la sécurité, avec qui est devenu un rendez-vous incontournable de la cybersécurité. Enfin voilà, il y a énormément bon, Informa est un des très gros clients chez nous aussi, avec des congrès de IT, de finance, et ce sont des clients. Je pense qu'il y a un vrai plaisir à travailler avec nous. Nous, on a un vrai plaisir à les accompagner, à travailler avec eux. Mais c'est pas simplement une relation commerciale. C'est que se noue ensuite vraiment une confiance, la possibilité de leur proposer des choses. Parce qu'un événement qui marche, c'est aussi un événement qui évolue. Donc évidemment, il doit évoluer du fait de l'organisateur, qui doit le nourrir pour que ses visiteurs, ses participants puissent continuer de venir avec envie. Mais c'est aussi à nous de leur proposer des emplacements différents, des changements de flux, des choses qui peuvent mieux fonctionner d'une fois sur l'autre. Donc c'est vraiment quelque chose qui, à mon sens, marche très bien ici et qui fait que, on a cette valeur ajoutée. Ce sont vraiment les équipes. Ouais. Et au moment où où Maréterra, qui est le quartier qui a permis le développement du volume des surfaces que tu peux commercialiser au sein du Grimaldi Forum, au moment où Maréterra est inauguré, est-ce qu'il n'y a pas quand même un petit pincement en se disant ça va être plus difficile à vendre? Ah non, ça va être plus facile à vendre. Ah ben voilà. Ah ben, c'est magnifique. Alors d'abord, on a plus d'espace. On a agrandi nos terrasses, donc on retrouve les surfaces extérieures. Absolument. Ouais. On retrouve notre vue sur mer que nous avions perdue depuis l'esplanade, mais on a quand même 2 terrasses absolument merveilleuses côté mer, côté Maréterra, mais côté mer, qui donnent sur la mer. Et puis, on a un environnement qui est extrêmement neuf et attractif. Et puis, on parle de Maréterra comme d'un state of the art, enfin d'un ouvrage hors pair. Et donc, ça, forcément, pour nous, ça va participer de la publicité de notre extension également, bien sûr. À partir de quand est-ce que là, vous disposez déjà des volumes ou pas?
Alors, très vite. Hein. Oui, là, c'est imminent, on va dire. Imminent. Et donc, nous aurons 1 mois pour prendre le bâtiment en main. Et on a déjà vendu, évidemment. Notre premier client arrive. On a déjà vendu. J'adore. On a déjà vendu. Et oui, on a déjà vendu. Et notre premier client arrive le 22 janvier. Ah oui, c'est là tout de suite maintenant. Ah oui. Et là, je dois dire que j'ai fait confiance. Je pense ne pas avoir pris trop de risques. J'ai fait confiance au savoir-faire du constructeur qui nous avait dit qu'il était en avance et qu'il allait livrer à cette date-là. Et donc, pensais bien que... Tu vends sans être sûr à 100%. Ah oui, on a signé il y a 2 ans, donc oui, parce je que vends, ça, mais... C'est aussi, je crois que les c'est la confiance. Voilà. Je crois que ceux qui nous écoutent se rendent pas compte aussi que le tourisme d'affaires, ça se décide pas 3 mois avant. Hein. C'est quand on dit tel événement sera à Monaco en mars 2025. Généralement, alors il y a des exceptions évidemment, hein, mais généralement c'est prévu depuis au moins 1 an. Oui, alors c'est vrai que depuis le Covid, les durées de signature sont plus courtes qu'avant. Hein. Avant, 2-3 années à l'avance, on avait un planning déjà très précis et très abouti. Aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt 1 an et demi. Mais sur des très gros événements, en l'occurrence celui-là, comme il dure 3 semaines, c'est long et donc c'est assez exceptionnel. Comme événement, il était prévu de longue date. Donc, 3 semaines, alors ça veut dire 3 semaines d'événements au sein du bâtiment. Ça veut dire 3 semaines de chambres d'hôtel occupées. Oui, alors pas 3 semaines en permanence, hein, parce qu'il y a des rotations de groupes en fait, hein, en l'occurrence. Mais oui, c'est, au mois de janvier, c'est quand même très bien pour les hôtels de la principauté. Et c'est ce à quoi on sert. Hein. On dit toujours, le tourisme d'affaires, c'est ce qui doit nous permettre de remplir Monaco quand c'est vide. C'est vrai ou pas ? Ah c'est complètement vrai. Ça permet de remplir Monaco quand c'est vide, et ça permet aussi d'alimenter, je pense, tout le commerce en principauté, les restaurants, les taxis, beaucoup de personnes qui doivent vivre avec le Grimaldi Forum. Ils font autre chose après leur réunion ou leur congrès ou leur ils sortent, ils boivent, ils dansent, ils mangent, ils sortent. Ils font des trucs, quoi. Oui, ils font beaucoup de choses, ils font du shopping. Oui, et à telle enseigne que tous les restaurants autour de nous, etc., on leur donne le calendrier de nos événements parce qu'ils savent, en fonction des événements, qu'ils vont avoir beaucoup de monde à accueillir. Donc c'est vraiment c'est un win-win. Ils ne vont pas faire leur fermeture annuelle pendant Anti-Âge, par exemple. Exactement, c'est un gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde en profite. Et donc, pour que tout le monde en profite, il faut que tout le monde le sache et que tout le monde soit même de les accueillir. Et un bon accueil, c'est aussi une envie de revenir. Voilà, donc c'est vraiment une espèce de cercle vertueux, du tourisme positif, ce que je qualifie de tourisme positif, où finalement ce sont des gens qui viennent travailler, mais aussi profiter un petit peu de tout. De la destination, bien sûr. Une destination, quand elle est choisie, c'est pas uniquement pour la qualité de son centre de congrès. C'est aussi un tout. Il y a quelques années, avec la direction du tourisme et des congrès, ils avaient une formule qui était vous cherchez une destination, nous vous offrons un pays, mais c'est tout à fait ça. Et c'est vraiment... et ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien dans l'esprit d'un resort dans lequel vraiment on peut s'épanouir et développer un relationnel, bien sûr professionnel, mais aussi à côté, plus social, plus festif, plus gourmand. Voilà, disons-le carrément. Est-ce que le fait, tu dirais, parce que tout à l'heure, on évoquait tous ces grands acteurs de la culture à Monaco, mais tu es maintenant au conseil d'administration de nombreuses entités de Monaco dans ce secteur-là. Est-ce que tu dirais que le fait de diriger cet établissement et de l'avoir installé, ça te donne aussi cette possibilité, tu parlais de resort, d'appréhender la destination dans laquelle le bâtiment est d'une autre manière ?
Bon, ce serait un peu prétentieux de dire ça, je pense. Mais ce qui est certain, c'est qu'on est toujours à l'écoute et qu'on travaille vraiment ensemble. Ouais. C'est-à-dire qu'en matière de tourisme d'affaires, la direction du tourisme et des congrès, les hôtels, le Grimaldi Forum, c'est indissociable. C'est une team. C'est une team et c'est notre force. Si on ne se parle pas, si on n'est pas capable de se caler, d'abord parce que la capacité hôtelière est limitée, donc forcément on peut pas vendre l'un sans être sûr d'avoir la disponibilité des autres et vice versa. Enfin, c'est vite plein à Monaco. 4000 chambres, plein. Un peu moins de 4000, c'est vite plein. C'est très vite plein et c'est très vite plein sur des gros événements. Donc en fait, il faut vraiment cibler, travailler ensemble. L'exemple type, c'est 2026 où on a un changement des dates de Grand Prix, etc. Ouais. Ça y est, on est tous ensemble autour de ce planning pour essayer de faire re-rentrer les événements. Pour ne pas se gêner et essayer que tout ça fonctionne. C'est à nouveau un grand Tetris là. Hein. On s'amuse. On s'amuse. Bon, il y a une période là sur le calendrier de Monaco entre le tennis, Anti-Âge, le Grand Prix, le début de l'expo. Enfin, il y a une période là qui démarre en avril. En avril. Ouais. Et sur lequel c'est serré quoi. C'est très serré. Et c'est pour ça qu'on est obligé vraiment de travailler tous ensemble. Et être dans 2 km², ça aide aussi quand même, à régler un certain nombre de problèmes, à se parler, à communiquer entre nous. Le fait de tous se connaître. Oui, voilà. On a besoin, moi je défends ça absolument, je pense qu'on a besoin de réfléchir ensemble aux stratégies de développement, aux stratégies de remplissage, aux stratégies de tout. C'est essentiel. On ne peut pas être seul. Le Grimaldi Forum tout seul, sans les chambres, ne peut rien faire. À la limite, les hôtels peuvent faire plus que le Grimaldi Forum en étant seuls. Pas toute l'année. Pas toute l'année, mais quand même, ils peuvent avoir leur propre stratégie. Alors que nous, si on n'a pas les chambres, on n'est rien. On peut pas. C'est plus que difficile. Voilà. Tu disais tout à l'heure que ton métier de base, c'est la banque, la finance, en tout cas. Oui. Est-ce qu'il y a des jours où tu te dis, si on m'avait dit ça? Si on m'avait dit que je ne serais pas banquière, quoi. J'ai été banquière quand même assez longtemps. j'ai fait ça pratiquement un peu plus de 10 ans de ma vie. Donc, oui, mais disons que c'est toujours ce que je dis. Hein, maintenant, tu as plus de temps. Ah oui, c'est sûr. Sans être banquière qu'en l'étant. Clairement. Mais alors, sans aucun regret. Sans aucun regret. D'abord, parce que mon arrivée à Monaco, qui est liée au fait que j'ai épousé un Monégasque que j'ai rencontré à Paris et qui est descendu ensuite, donc que j'ai suivi bien volontiers. C'est finalement un tournant obligatoire que j'ai dû prendre dans ma carrière professionnelle, mais qui était encore une fois, je le dis toujours, j'ai eu une chance folle d'arriver à un moment où ce Grimaldi Forum était encore un vaste chantier, où j'ai été intégrée à une cellule de préfiguration. C'est important d'avoir été dans la cellule de préfiguration pour toi ? Moi, j'ai l'impression que c'est mon bébé, quoi. C'est mon mon troisième bébé. Alors, les enfants, si vous nous écoutez, vous avez un frère. Ils le savent. Hein. Ils le savent ? Oui, ils le savent. Ça ne les surprendra pas. Oui, c'est une partie de. Je passe tellement de temps dans ce bâtiment et depuis quand même très longtemps, puisque tu l'as compris, 98, c'est pas hier. Enfin, 98, on a intégré en 2000, mais que c'est une partie c'est une partie de ma vie de tout ce que j'ai pu porter professionnellement. C'est beaucoup d'émotions pour moi, de plaisir. Un peu de frustration quelquefois quand j'arrivais pas à ce que je voulais. Échecs. Il y a toujours, oui, bien sûr, mais les échecs sont toujours quelque chose dont on doit tirer des expériences et des enseignements pour la suite. Il faut surtout rebondir, il faut surtout bouger. Il faut avoir cette envie de toujours faire grandir les événements, de trouver de nouvelles idées, voilà. Enfin, franchement,
c'est inépuisable en termes de ce que l'on peut imaginer de faire, parce que c'est un bâtiment qui a plein de possibilités, il y a énormément d'espace hyper modulable. Maintenant, il y a cette extension, il y a cette synergie que l'on trouve à Monaco et à mon sens nulle part ailleurs avec les entités culturelles. Et donc, oui, c'est un puits de possible qui est... un puits de possible. Un puits de possible. Un puits de possible. Oui. Est-ce que il y a des moments où tu te dis, bon, maintenant on a fait l'extension, parce que maintenant on l'a faite. Est-ce que quand tu dis il faut toujours trouver des moyens de développer, est-ce qu'il y a autre chose devant toi qui te semble primordial? D'abord, on va le remplir. Parce que là, on a commencé à le vendre. Alors là, tu m'as dit, moi, je l'ai déjà vendu. Ah, mais je l'ai vendu, mais je l'ai pas vendu en totalité toute l'année. Tu as commencé à vendre bien, quoi. Je l'ai vendu, voilà. Non, c'est bien vendu déjà l'année prochaine. Mais on peut faire mieux, c'est évident. C'est évident. Ça va être quand même un petit challenge sans hôtel supplémentaire, je le redis. C'est un petit peu en passant comme ça, hein, mais voilà. L'air de rien. Exactement, mais bon. Oui, parce que tout à l'heure, tu disais, si on n'a pas les chambres, donc ça veut dire que s'il y a plus d'espace et qu'il y a plus de gens, que ce soit des exposants, des participants au congrès, etc., il faut plus de chambres. Il faut plus de chambres. Donc voilà, donc c'est un petit challenge quand même d'arriver à trouver des solutions pour régler ça, parce que évidemment on va pas avoir, un hôtel ça se construit pas en 2 secondes d'un coup de baguette magique. Donc surtout chez nous. Voilà, bon, je pense ou ailleurs. Hein, de toute façon, ce type de projet c'est compliqué, mais dans des espaces contraints comme le nôtre, ça l'est davantage. Donc on verra. Donc le challenge, c'est ça, c'est d'arriver à optimiser vraiment le calendrier, le remplissage, de faire plus de chiffres et le plus rapidement possible. Donc ça, c'est déjà quelque chose. On sent quand même la financière derrière tout ça. Oui. Est-ce que tu recherches un équilibre? Parce que tu disais tout ça est assumé, le fait qu'on a besoin de nos contributeurs, en particulier nos sponsors, pour les expos, etc. Mais tout au long de l'année, et l'État en soutien. Mais est-ce qu'il y a quand même une possibilité d'équilibrage financier? Alors, sur la culture, très honnêtement, je ne pense pas. En plus, il faut bien comprendre que, ne serait-ce que alors, on a beaucoup parlé des expositions, mais sur les spectacles, on a des capacités, même si on a une très grosse salle, c'est une grosse salle dont la taille est toute relative par rapport à des Nicaïa ou des Zéniths. Donc, en fait... Il y a aussi des spectacles qu'on ne peut pas accueillir. Absolument, et puis des cachets qu'on ne peut pas s'offrir, tout simplement. Ou sinon, alors là, on tombe vraiment dans des déficits qui seraient difficilement supportables par rapport au budget que l'on se fixe, que l'on a. Sponsor inclus. Je salue d'ailleurs par la même occasion la CMB parce que c'est un partenaire important depuis longtemps. Mais non, au-delà de ça, sur le fonctionnement, voilà. Donc sur le fonctionnement, nous avons une subvention d'équilibre. Ça veut dire qu'elle vient faire en sorte que nous soyons à zéro. Aujourd'hui, mon objectif, c'est véritablement de faire que cette subvention soit la moins importante possible. Mais je pense qu'elle existera toujours. Je doute qu'à un moment ou à un autre, on puisse définitivement se dire que nous n'avons pas besoin de cette subvention. Enfin, en tout cas, qu'on puisse équilibrer. Tout simplement parce que c'est un bâtiment qui est, comme tu le sais, très enfoui, aux 2/3 sous la mer, enfin sous le niveau de la mer, qu'il y a un système de thalassothermie, de pompage, parce que c'est un ouvrage d'art qui est extrêmement complexe, avec un coût. Et c'était déjà une performance avant l'extension, avant tout ça, c'était déjà une performance. Oui, c'est un bâtiment. Le Grimaldi Forum, c'est une performance en soi. Tu as raison. C'est un bâtiment naturellement éco-responsable, construit... Vous avez des panneaux photovoltaïques sur le toit, vous avez une grande verrière. On a beaucoup de choses qui permettent... ça aussi, c'est important pour les clients d'ailleurs. C'est un effet vendeur.
même si c'est pas suffisant, mais c'est un argument de plus en plus important. Mais c'est vrai que ce bâtiment coûte cher. Et donc, je ne pense pas... Enfin, il serait, soyons clairs, sur le plancher des vaches, en maintenance, etc., je dirais qu'il doit coûter de l'ordre de 30 à 40% plus cher qu'un bâtiment qui est posé sur le sol. Posé sur le sol, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est un coût et que ce coût-là, malheureusement, je ne suis pas certaine qu'à un moment, on puisse complètement l'absorber par des recettes supplémentaires. Mais nous faisons tout vraiment pour que cette subvention soit la plus petite possible. Quelles sont les choses auxquelles tu penserais si je te disais j'ai une baguette magique, qu'est-ce que je peux te souhaiter maintenant ? Qu'est-ce que je ferais avec cette baguette magique pour un hôtel. Un hôtel. Allez, c'est dit. Voilà, un petit hôtel type Novotel, ce serait parfait, de 350 chambres. Un Novotel de 350. Voilà, un petit hôtel, ce serait parfait. Non. Et puis, je reviens juste 2 minutes sur la subvention. C'est quand même important, au regard de cette subvention, de mettre les retombées économiques indirectes. Oui. Parce que c'est là-dessus aussi qu'on nous juge. C'est ce que l'on génère au niveau de la principauté en termes économiques. Et on appelle ça du trafic. Et on estime à peu près à 70 à 80 millions d'euros les retombées économiques générées par le Grimaldi Forum avec ces événements. Donc, on est au niveau du Grand Prix. Hein. Donc, c'est pas mal. Oui, voilà, le Grand Prix, c'est 3 jours. Nous, c'est sur l'année, mais quand même. Oui, non, mais c'est pas la même mobilisation de la ville non plus. Absolument. Je veux dire, Monaco, pendant le Grand Prix, c'est plus Monaco. C'est un circuit. C'est ça. Et donc, ça, c'est important quand même de le mettre en regard. Je reviens là-dessus, mais c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. Et puis, on génère aussi beaucoup d'emplois, puisque tout confondu, on estime que on occupe à peu près 5000 personnes dans l'année. Puisque nous, notre staff permanent, notre personnel permanent, c'est 140 personnes. Mais en fonction des événements, on peut doubler ce chiffre. On peut être 300 dans le bâtiment pour pouvoir faire fonctionner un événement. Les hôtesses, la restauration, les serveurs pour servir des dîners de gala de 2000 personnes, etc. Ça fait beaucoup de monde. Enfin, la technique, l'audiovisuel, voilà. Nous n'avons dans notre personnel permanent que des personnes qui supervisent directement. Mais c'est vrai que sur des très gros événements, évidemment, il faut avoir recours à du personnel intermittent et vacataire. Alors, juste avant de terminer, le personnel, est-ce qu'il y a eu beaucoup de turnover ? Non, il y a une grande fidélité du personnel chez nous. Donc ça veut dire que l'équipe avec laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est une équipe presque constante. Presque constante. Bon, il y en a beaucoup qui partent à la retraite. On a des exemples. mais c'est vrai que, en tout cas, on peut compter quand même sur une grande fidélité des équipes. Il y a 60% du personnel qui est là depuis plus de 10 ans. Donc, c'est quand même assez significatif. Je pense que c'est aussi synonyme d'un bien-être au travail. C'est important aujourd'hui, surtout post-Covid. On sait très bien qu'on a du mal à trouver des gens de qualité. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ça, mais parce que le Covid, à un moment donné, pour un lieu, pour un bâtiment dont la vocation, c'est d'accueillir des événements de nombre, ça a dû être quelque chose quand même. Ça a été quelque chose, mais nous, on avait cette chance, si tu te rappelles, d'avoir l'autorisation du gouvernement avec un certain nombre de mesures drastiques en matière d'hygiène et de sécurité, de faire des événements. On a été fermé véritablement 3 mois uniquement. Et on a rouvert... Ce qui est quand même incroyable. Ah oui, ce qui est incroyable. Et on a réouvert à l'automne 2020, on a fait des événements de 1800 personnes. Ce qui est assez fou. Il n'y avait aucune salle de spectacle. Sans déclencher des clusters, je précise. Non, absolument. Tout s'est bien passé. Et c'est vrai qu'aucune salle en Europe ne fonctionnait. Tous les opéras, toutes les salles de spectacle étaient à l'arrêt. Et nous faisions des spectacles. Nous accueillions les ballets. On avait, si tu te souviens, je me souviens. Voilà. Et donc... ça a été compliqué, bien évidemment. Enfin, l'activité était réduite, mais on ne s'est jamais vraiment mis à l'arrêt parce que finalement, ces 3 mois, on s'était complètement mis à l'arrêt. On a eu un boulot fou pour repositionner tous les événements qui s'annulaient. Le Tetris again. Voilà. Et puis ensuite, on est reparti. Ouais. Et assez vite d'ailleurs, je dois dire. Ouais. Bon.
Alors, à part l'hôtel, est-ce qu'il y a autre chose dont tu me dirais, alors, pas seulement en tant que directrice du Grimaldi Forum, mais toi, Sylvie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te... Moi, je suis... non, je suis... Non, je pense que c'est... Enfin, l'histoire de la baguette magique, j'ai peut-être pas lu assez de contes quand j'étais petite, mais je me dis que ce qu'on a, c'est aussi par le travail, par la patience, par la construction des choses. Il y a une chose, je pense, que j'ai apprise pendant toutes ces années, parce que malgré tout, ça fait quand même près de 42 ans maintenant que je travaille. Faut pas dire des choses comme ça, Sylvie. Ben, je le dis parce que ma foi. Mais non, mais je le dis assez tranquillement. Je suis pas chagrinée par l'âge. Non. Non, pas spécialement. Je serais davantage chagrinée si je perdais mon dynamisme. Ça me ferait quelque chose de sentir que je. Mais non, l'âge ne me gêne pas. Il y a l'âge de ses artères et il y a l'âge de son mental et de son mental, envie. Et j'ai plein d'envie pour ce bâtiment encore. Donc oui, non. Donc du coup, je me dis que le coup de la baguette magique, c'est bien, mais je trouve que ce que l'on acquiert, ce que l'on crée avec de la patience, du travail, des choses pensées, réfléchies, c'est bien aussi, quoi. Enfin, c'est un peu l'accomplissement de choses qui, du coup, sont certainement pérennes parce qu'elles correspondent vraiment à des choses, à des besoins qu'on a étudiés, etc. Donc, non, voilà, moi je pense que j'ai une très belle équipe. On est vraiment très, très à fond là sur le démarrage de l'extension. On a plein de beaux projets en tête. On a très envie de faire très fort avec cette extension. Et donc voilà, non, je suis d'un optimisme redoutable si bien évidemment rien de pire et j'ose espérer que les choses iront mieux ne se passe au niveau international. Voilà, c'est plutôt ça qui... Voilà, mon souhait, ce serait ça. Ce serait plutôt qu'internationalement, les choses s'apaisent dans un certain nombre de régions du monde où ça devient quand même, je trouve, extrêmement préoccupant. Je trouve que ça c'est vraiment une petite note personnelle qui n'a rien à voir, mais je trouve que quand même la place des dictatures ou des dictateurs est de plus en plus forte. Et moi je suis née en 62 et 62 j'ai vécu les 20 premières années de la vie avec les années 80 auxquelles il y a encore des jeunes qui font référence, etc. Où il y avait une belle liberté pour les femmes, quasiment, je dirais, pleine et entière, parce que elles étaient battues avant nous et finalement on est arrivé à un moment où il y avait beaucoup de liberté pour elles. La possibilité de se positionner professionnellement, simplement, mais sans faire de féminisme exacerbé, mais tout simplement, si on travaille et qu'on n'est pas trop mauvais, ben on y arrive, au même titre que les hommes. Et c'est vrai que tout ça cette situation dans un certain nombre de régions, etc., m'attriste terriblement. Voilà. Donc, si j'avais cette possibilité, ce serait de se dire, voilà, si on peut régler un certain nombre de guerres et de conflits en ce moment du côté de l'Est et du Moyen-Orient, ce serait formidable. Mais c'est pour une vision un peu plus apaisée du monde et ça n'a rien à voir. Oui, voilà. Oui, mais parce que il faut. Monaco, de toute façon, est une terre internationale et il faut raisonner avec le monde. Il ne faut pas raisonner dans son petit précaré. Précaré aujourd'hui, si on raisonne comme ça, on est fichu, quoi. Il faut regarder le monde. Il faut regarder le monde et il faut être ambitieux. Et il faut le regarder fièrement parce que je pense qu'on a beaucoup d'atouts ici pour pouvoir le faire. Merci Sylvie d'avoir trouvé un moment pour nous, en tout cas. Merci beaucoup, Geneviève.